Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à la fondation absolue de notre vie professionnelle, le contrat de travail. Ça a l'air super classique dit comme ça, mais on va vite s'en rendre compte, la mécanique derrière ce document est fascinante. On va tout déconstruire ensemble depuis ses racines historiques jusqu'au moment crucial où le salaire tombe enfin sur le compte en banque. C'est parti. Au menu de notre tour d'horizon, un petit saut dans le temps pour comprendre les origines, pourquoi l'écrit est indispensable pour se protéger, ce qu'il se passe en cas de litige, les différents types de contrats qui existent, et enfin, la fameuse et parfois douloureuse différence entre le brut et le net. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier point, les origines et la définition exacte. Alors faisons un petit voyage dans le temps. On remonte au 28 décembre 1910. Pourquoi cette date est-elle si importante ? Eh bien, c'est tout simplement à ce moment-là que le tout premier livre du Code du travail a vu le jour. Avant ça, franchement, c'était un peu le Far West dans les usines et les bureaux. Cette date de 1910, c'est littéralement la fondation de la réglementation, celle qui a permis de créer un équilibre légal essentiel pour encadrer le monde professionnel. Mais concrètement, de quoi parle-t-on ? À la base, un contrat de travail, c'est d'abord une convention juridique, un accord formel. L'idée, c'est qu'un travailleur met son temps à disposition sous l'autorité d'un employeur en échange d'un salaire. D'ailleurs, petit détail souvent méconnu, si l'âge minimum classique est de 18 ans, des exceptions ultra sécurisées existent pour travailler dès 14 ou 15 ans. Le cœur du réacteur, ça reste ce trio indissociable. Un travail fourni, un lien de subordination et une paye. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, l'obligation capitale de tout mettre par écrit. Là, il faut qu'on s'arrête une seconde, parce que c'est absolument crucial. Un accord de travail qui serait juste oral ou tacite, c'est illégal, tout simplement. C'est considéré direct comme du travail clandestin, avec des risques énormes à la clé. L'écrit, à l'inverse, c'est le bouclier ultime. C'est lui qui sécurise la collaboration. C'est l'obligation absolue pour se protéger juridiquement et faire valoir ses droits en cas de litige. Pas d'écrit, pas de protection. Et du coup, ce bouclier, il doit contenir quoi pour être valide ? Pas mal de choses obligatoires. Il faut bien sûr l'identification des parties, la nature exacte du poste, le lieu, les horaires, les congés et un point fondamental, la durée de la période d'essai. C'est ce moment de test où chacun peut se séparer librement. Mais attention, une fois cette période passée, si on veut arrêter les frais sans conflit, on peut heureusement utiliser ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. C'est un outil très puissant pour mettre fin au contrat d'un commun accord de manière légale et apaisée. On passe au point numéro 3, les obligations mutuelles, et ce qui arrive quand ça dérape. Parce que oui, un contrat, c'est une voie à double sens. Côté salarié, la règle du jeu est stricte. Il faut respecter le règlement intérieur, accepter la subordination et ne faire aucune concurrence déloyale. Mais l'employeur a aussi des devoirs incontournables. Il doit donner des directives claires, vérifier que le travail est bien fait et bien entendu verser le salaire. C'est donnant-donnant. Mais que se passe-t-il si l'équilibre se brise ? Par exemple, si un employeur arrête de verser le salaire ou qu'un salarié faute gravement et qu'aucune rupture conventionnelle n'est possible. C'est là que les litiges se dressent devant une instance bien particulière, le Conseil de prud'homme. C'est le tribunal dédié spécifiquement pour trancher ces manquements et protéger la partie lésée. Quatrième partie de notre analyse, les conventions collectives et les différents formats de contrat. Le Code du travail, c'est la base, d'accord, mais la définition exacte du quotidien d'un salarié dépend énormément des conventions collectives. C'est un texte négocié de haute lutte entre les représentants des employeurs et des salariés. Il vient adapter la loi générale aux réalités très spécifiques d'un secteur industriel ou commercial. Que ce soit pour les horaires, les jours de carence ou les primes, c'est souvent cette convention qui dicte les règles du jeu. Dans cette même logique d'adaptation, le format du contrat peut prendre plusieurs formes. On a évidemment les stars, le CDI pour le long terme et le CDD pour des missions précises. Mais l'éventail est bien plus large. On y trouve l'emploi temporaire, les contrats de chantier ou encore ceux liés à la formation comme l'apprentissage. Il y a même des dispositifs aidés comme le contrat unique d'insertion, le CUI, pour donner un coup de pouce au retour à l'emploi. Et enfin, la cinquième partie, celle qui parle à tout le monde, le salaire brut contre le salaire net. Ah, la fameuse ligne en bas de la fiche de paye. Il faut bien intégrer cette règle d'or. Le salaire brut affiché sur un contrat n'est jamais le salaire perçu. Il y a toujours une déduction de 20 à 23% et ça donne le salaire net. Ces pourcentages qui disparaissent, ce sont les cotisations sociales. Mais attention, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est ce qui permet aux salariés d'être un ayant droit protégé. Grâce à ça, il touche des indemnités maladie s'il tombe malade, des allocations chômage en cas de coup dur et ça finance sa future retraite. D'ailleurs, en ce moment même, c'est l'actif occupé qui finance directement la retraite des inactifs actuels. Pour donner une idée très précise, une belle proposition à 3 000 € brut se transforme mathématiquement en un chèque d'environ 2 400 € net. Et la mécanique est aujourd'hui sous forte tension. Regardons les chiffres de 2026.
Avec un chômage autour de 7,4%, l'État manque de ces cotisations qui sont pourtant ses recettes vitales. En parallèle, il doit financer les soins médicaux et surtout l'autonomie des personnes âgées qui deviennent une charge colossale face à l'allongement de notre espérance de vie. Alors, quand on met tout ça bout à bout, de l'obligation stricte de l'écrit pour se protéger en cas de litige, jusqu'à la réalité frappante des cotisations sociales et de notre démographie vieillissante, on est en droit de se causer une question finale. Ce modèle du contrat de travail, ce ciment de notre société, parvient-il encore à protéger les meilleurs intérêts de tout le monde sans s'effondrer financièrement ? Voilà une vraie réflexion à avoir avant une prochaine signature. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine.